Bonjour à vous tous, bienvenue pour la 7e édition des Chemins d'innovation. On est très heureux aujourd'hui d'animer cet événement qui est à la fois en présentiel et en distanciel dans un contexte toujours bien compliqué. Pour autant, c'est avec beaucoup d'envie, de bonne humeur et de motivation que nous ouvrons donc cette 7e édition. Avant même d'ouvrir le débat et de vous présenter nos invités, je voulais laisser la parole à William Pross, qui devient maintenant un de mes compagnons de route dans la relance économique et dans l'emploi, et qui nous a permis de réaliser cet événement en ces lieux, aussi magnifiques qu'ils soient. William, merci. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là au rendez-vous des 7e éditions des Chemins de l'Innovation. Au nom de Patrick Pontier, le président de la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine, je suis à nouveau ravi d'être aux côtés de l'Observatoire Commédia pour cet événement qui est très très important pour les entreprises de l'Île-de-France, en particulier celle des Hauts-de-Seine. Et on est évidemment très très engagé en fait sur le terrain de l'innovation. Et on sera donc à vos côtés dans toutes ces démarches. C'est un événement qui est désormais un incontournable et je sais que tu as préparé un programme extrêmement dense et pertinent. Merci. Eh bien, écoutez, je vais présenter mes invités. Alors, Anaïs Armand, maintenant, Anaïs, on ne te présente plus puisque tu es directrice de la marque, de la communication, des médias, de Mano Mano. Personnalité de l'année, avant-hier. Et c'était pas prévu, je ne le savais pas. C'était la surprise que tu devais nous faire, je crois. Oui, enfin, je ne savais pas non plus que ça allait, que ce serait l'issue de la soirée. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présente. Jean-Luc, on te présente plus dans l'univers de la communication, donc aujourd'hui, directeur général, donc effectivement, de l'Union des marques, et avec qui on aura le plaisir d'animer également cette table ronde ensemble, de façon à avoir notre regard partagé. Et puis Nicolas Boudot, directeur de la communication du groupe Casino. Oui, bonjour Dominique. Avec lequel effectivement beaucoup de réflexions se portent sur la marque, sur la communication, sur le marketing. Avant même de démarrer et d'ouvrir les thématiques, il y a un point qui me paraît être important à rappeler. Tout d'abord, la filière de la communication, qui est la filière que nous représentons à l'Observatoire Commédia, fédère l'ensemble des acteurs de la communication. Le monde des agences, le monde des médias, le monde de l'événementiel, le monde des industriels de la communication et le monde de la data et du numérique. Je crois que cette filière, peut-être je voudrais que tu entendes dire un mot sur ce point de vue, Jean-Luc. Comment tu l'aperçois? Parce que c'est un grand débat que nous avons entre nous. Nous sommes très attachés à une filière extrêmement élargie. Et avant de passer la parole à Anaïs, je voudrais peut-être avoir ta lecture sur cette dimension qui est une relation qui, à la fois, doit entretenir la communication dans une filière extrêmement élargie, face à des grandes marques et des grands annonceurs que tu représentes, et face aussi aux institutionnels qui, aujourd'hui, et vous le verrez tout au long de la journée, nombre d'entre eux viendront nous rendre visite, qui eux-mêmes regardent avec beaucoup d'intérêt donc la communication. Nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec eux, tu en es la preuve. Et je voudrais avoir ta lecture sur cet écosystème élargi, à la fois institutionnel, grande marque et acteurs de la filière. Écoute, Dominique, c'est une vaste question, mais ma perspective, c'est que cette filière que Bercy a reconnue aussi il y a quelques années a besoin d'être encore plus connue et reconnue pour la valeur qu'elle crée, la valeur économique. La croissance, c'est la conséquence aussi de l'investissement dans la communication, et nous sommes dans un pays qui n'a pas su encore reconnaître la valeur de la communication. On y reviendra sur certains des points qui seront évoqués dans cette table ronde. On a du travail à faire, il faut qu'on se remette en cause collectivement. Mais en tout cas, la filière, elle a ce rôle-là. Et tu parlais de tous ces métiers face aux annonceurs. Moi, je ne suis pas dans face aux annonceurs. C'est avec. Et ça n'est pas qu'une posture, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans des écosystèmes. Le monde du digital a supprimé les frontières qui pouvaient exister entre certains métiers. Et finalement, une marque, parfois, est un média. Et les partenaires sont plus que des prestataires. Et dans cette économie-là, une filière, c'est important.
Donc ton rôle est très important. Nous avons des discussions et tu sais à quel point je milite pour que l'ensemble de la filière, des médias, la communication et l'aval de la filière soient réunis ensemble, parce que c'est ensemble qu'on trouvera des solutions. On a proposé l'année dernière, pendant le Covid, des mesures au gouvernement pour aider cette filière à se redresser. Tu continues à en porter. Et c'est parce qu'on sera ensemble qu'on arrivera à être plus écoutés sur ces sujets. Merci Jean-Luc. Alors, sans plus attendre, je crois que ce qui est important, ce que nous pouvons, en tant que porte-parole des acteurs de la filière qui eux-mêmes s'interrogent, et si nous avons souhaité effectivement ouvrir cette table ronde et cette journée sur l'innovation avec vous, grandes marques et grands représentants institutionnels, c'est essayer de bien comprendre quels sont les attendus qui sont les vôtres vis-à-vis justement de ces acteurs de la communication, hein, cette filière toute confondue. Donc c'est une vaste question. Et pour ce faire, je voudrais qu'on soit pratique. C'est-à-dire que moi, je suis une agence. À quoi je dois répondre? Je suis un acteur de l'événementiel. À quoi je dois répondre? Alors, en tenant compte de cette mutation que nous avons vécue au cours de ces 24 derniers mois, pratiquement maintenant, je suis un acteur industriel. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux apporter mes prestations de services complémentaires? Voilà. Analyse peut-être un regard. Alors, Mano Mano, effectivement, c'est une success story incroyable française. C'est une formidable licorne, plus que ça, d'ailleurs, me disait Nicolas. Mais non, c'est plus qu'une licorne. Eh bien, écoutez, moi, on a très envie de t'entendre et te dire, et toi, comment tu vois, qui est un nouvel acteur sur le marché, un nouvel annonceur, comment tu vois ces acteurs de la communication et qu'est-ce que tu serais en droit ou en mesure ou en souhait de leur dire, voilà, moi, j'attends ça de vous. Alors, on attend en général chez Mano Mano deux choses, c'est le ROI et l'authenticité. Alors, le ROI, pourquoi? Déjà parce qu'on a peu de moyens, on a en face de nous des mastodontes de l'e-commerce américain qui est partout, chinois et même français. Et de l'autre côté, on a une marque iconique, une marque préférée des Français. Donc, en étant licorne, ça nous donne pas les mêmes moyens que ces géants. Et donc, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on aille chercher du ROI. Donc, quand on choisit une agence, quand on choisit un partenaire, c'est la capacité à générer du résultat. Et ça veut pas dire tirer les coups vers le bas. Hein. C'est la capacité à générer du résultat qui va être clé pour nous. Et ça, souvent, ça va avec l'impact quand on parle en publicité, avec la créativité. Et la deuxième chose, c'est l'authenticité. C'est comment on va s'assurer que ce qui est fait, ça va vraiment résonner chez nos consommateurs. Et puis, d'un point de vue, quand on prend un peu de recul, nous, on ne travaille pas avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Donc, on a une charte, que notre procurement ne fait pas que les choix des agences et des partenaires sur des aspects financiers, mais si des agences ont des casseroles sur le plan humain, on ne pourra pas travailler avec eux. Et on est tous très alignés avec ce genre d'engagement. Jean-Luc, alors si on prend un regard, on prend un peu de hauteur, tu as une lecture de tous les annonceurs dans leurs différents secteurs d'activité qui les composent. On sait que les grands acteurs de la communication sont les retailers, mais on va y revenir, Nicolas, je t'oublie pas. Parce que pas inquiet. Mais aujourd'hui, je suis un acteur du luxe, je suis un acteur du B2B. Quelle est ta lecture, si tu pouvais, en quelques points clés, nous dire, voilà, moi, ce que je sens, ce que je ressens, l'attendu qui est celle, effectivement, des grandes marques aujourd'hui, c'est un peu ça. Écoute, ce qui vient d'être dit est tout à fait le reflet aussi de la start-up, de la licorne au grand groupe, la recherche de l'efficacité, la recherche du ROI. J'ai travaillé 12 ans chez Procter, la recherche du ROI, je crois que c'était déjà là il y a quelques années. En revanche, ce qui se passe, c'est que les disruptions sont là. Mano Mano vient d'apparaître. Et donc, les grands groupes sont face à des disruptions. J'étais récemment avec Swile, qui disrupte le marché du ticket restaurant et qui prend 13% du marché en 5 ans. Donc, on est là face à un phénomène nouveau. Donc, non seulement il y a la recherche de l'efficacité, mais il y a aussi une recherche de l'innovation pertinente. L'innovation, là aussi, dans la grande consommation, ça a été une innovation un petit peu de façade. Hein. On essayait d'apporter de la valeur pour essayer de faire monter le prix, hein, pour dire les choses un peu schématiquement. Aujourd'hui, on est heureusement dans une autre démarche qui est vraiment l'innovation de rupture. Prenons L'Oréal. L'Oréal qui dit, moi, dans 5 ans, je vais éliminer le plastique de mes emballages et
je vais faire des savons et des gels douche solides et des shampoings évidemment solides. Tout ça, c'est quand même une vraie rupture. Et on voit là à la fois la combinaison d'une rupture dans l'innovation, mais au service aussi de la RSE, au fond, et au service des attentes des consommateurs. Parce qu'au fond, les marques, elles sont de plus en plus, et des entreprises comme Mano l'ont bien montré, elles sont obligées d'être vraiment customer-centric. C'est plus simplement, oui, non, tout le monde est customer-centric. Est-ce qu'on a entendu une entreprise dire « je ne suis pas customer-centric » mais comment on le fait ? Comment on le fait vraiment, comment on répond à ses attentes au quotidien et comment on lui parle d'une façon différente. Juste pour conclure, pour laisser évidemment les intervenants venir partager leur expérience, mais cette horizontalisation de la relation avec le consommateur, parce qu'on était très descendants, hein, on était annonceurs, et c'est pas pour rien si on est devenu Union des marques, parce qu'on n'est plus vraiment annonceur, on est horizontal, et donc dans les métiers aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, ça change beaucoup de choses, parce qu'il faut être à la fois, chez Unilever, on dit c'est un peu le T. Le T, pourquoi ? Parce que c'est une personne, c'est à la fois la profondeur de l'expertise, des expertises très pointues, et l'horizontalité d'être capable de travailler tous ensemble. Et ça, c'est un peu le nouveau monde dans lequel on opère. Alors, avant de passer la parole à Nicolas, William, alors nous, on s'est intéressé pendant la période de relance économique, peu après la Covid, on est dans une réflexion qui était de se dire la relance économique, donc effectivement des territoires, va aussi passer par, je dirais, la communication du commerce. Alors on quitte la sphère des grandes marques, mais par la communication. Tu peux en dire deux mots parce que tu as été un moteur à nos côtés et tu nous as énormément aidés pour ça, et pour que on fasse reconnaître au commerce qu'aujourd'hui, ils avaient besoin de communiquer. Il fallait qu'on relance la communication avec le commerce de proximité. Tu peux en dire deux mots parce que j'aime bien faire ce grand écart entre les très grandes marques et puis la réalité du terrain et la réalité des régions. On y reviendra avec Nicolas d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment tu as lu cette chose ? Comment tu l'as conduite merveilleusement bien ? Et quel a été ton driver sur cette... Tu as raison, Dominique, c'est une forme d'écart, mais ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a un enjeu très très clé en fait du commerce de proximité qui s'organise en fait sur cette tendance à l'innovation et notamment en fait au basculement dans un digital extrêmement porteur de valeur avec ses clients. Jean-Luc en a parlé, mais aussi dans sa visibilité, dans sa façon en fait de réagir avec son écosystème et aussi dans l'amorce de nouveaux partenariats que le retail de proximité peut avancer. Et nous, ce qu'on a perçu, c'est évidemment un gros appétit de digital du commerce de proximité avec ce choc qui a été la crise sanitaire, notamment pour les commerçants dans les pôles commerciaux, dans les villes des Hauts-de-Seine, mais partout en Île-de-France. Un accélérateur formidable et extraordinairement puissant en fait, d'intérêt en fait, sur les digital que nous, les chambres de commerce franciliennes, on a tenté d'accompagner avec les collectivités locales qui n'ont pas été en reste en fait, de mobilisation, en mettant de l'argent sur la table, en mettant de la mobilisation en fait, de collaborateurs et d'élus locaux pour inciter le commerce à s'y intéresser. On a lancé par exemple de notre côté un marché de Noël virtuel dans le Noël 2020 qui était un Noël un peu difficile, plus que jamais. Et ça a plutôt extrêmement bien marché. On a vu arriver des commerces de proximité qui ont joué le jeu, qui ont exposé des produits, qui pour la première fois prenaient des photos, ça paraît simple, prenaient des photos de leurs produits et de leurs articles pour les mettre en ligne. Donc il y avait un basculement très naturel et ils y ont trouvé leur intérêt en termes de visibilité. Ils ont vu revenir des clients qui avaient surfé pendant la journée, notamment pendant les zones de confinement, sur leur page en fait, de sites internet liés à leur commerce. Et c'est un accélérateur d'un élément très important pour nous, c'est que le retail de proximité, en fait, les toutes petites entreprises puissent aussi basculer dans des actions de communication aujourd'hui assez innovantes, avec une innovation assez frugale, qui rend la communication, le marketing de terrain très opérant pour tous, y compris les petits acteurs économiques sur lesquels on constate régulièrement des retards. Donc c'est une nouvelle forme d'annonceurs, des annonceurs évidemment très éparpillés, qu'il s'agit d'agréger, mais qui ont un appétit dont on va découvrir, je pense, en fait, la manifestation tout au long de la journée, je l'espère. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un point qui était très intéressant parce que nous-mêmes, nous avons challengé la filière en leur disant, voilà, le commerce, il attend ça.
Vous voyez, ce qu'on fait ce matin, c'est un peu ce qu'on a fait d'une façon très opérationnelle avec William. Mais tu as besoin de quoi? Alors, parfois, ils n'étaient pas très à l'aise, hein, parfois un peu gauche, nos commerçants, mais pour autant, la filière, est-ce qu'ils les comprenaient bien? Pas toujours. Donc, il y a eu vraiment une co-construction qui a été faite, avec, quel que soit le métier d'ailleurs, pour véritablement leur dire, ouais, mais moi, je ne sais pas tout ça, là, un nouveau moyen de paiement, comment je l'ai fait valoir, maintenant les gens viennent à vélo, comment je parque, enfin, des questions très pratiques. Qui se posaient et qui ont fait naître des co-constructions avec des acteurs de la communication et du commerce local extrêmement intéressants. Si bien que d'ailleurs certains, nous on le voit parmi nos adhérents, je pense au Grand Est, mon adhérent, pour pas le nommer, qui est donc 3MA, il a réinventé complètement une plateforme donc, pour le commerce local. Et ça n'existait pas 3 mois avant. Nicolas, alors, quand on porte une grande marque, un groupe Casino... Alors, des grandes marques, alors voilà, alors je ne sais jamais par quel bout le prendre le problème, mais tu vas me recaler parce que je sais que tu me recales assez vite. Bah oui, donc, violemment. Enfin. Et assez violemment, en règle générale, donc que le public ne soit pas choqué. Alors, quand on est à la fois du commerce de proximité, on s'appelle Sherpa, par exemple. Oui, on s'appelle Franprix. On s'appelle Franprix. Dans les Hauts-de-Seine, voilà. Absolument. Il y en a quelques-uns. À présent. Quand on s'appelle, c'est discount. On ne fait pas tout à fait le même métier. Quand on s'appelle donc Casino, Hyper, c'est pas tout à fait la même chose. Non, quand on s'appelle Monoprix, c'est encore autre chose. Et quand c'est Monoprix, c'est encore autre chose. Cette lecture qui est tienne, où effectivement, parfois, tu es un peu sur le terrain de Mano Mano. Et Mano Mano est... Et vice-versa. Et Mano Mano est sur le terrain de Cdiscount. Mais il y a de la place pour tout le monde. Alors, ta lecture sur les acteurs de la communication, je sais que effectivement les besoins ne sont pas les mêmes, les attendus ne sont pas les mêmes. Quand je suis une petite surface, une grande surface, quand je suis un pure player du OEM, comment ta lecture globale qui est la tienne, puisque tu as cette chance d'avoir cette vision transversale de toutes les marques, comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu as envie de dire à la filière de la communication? D'abord que toute crise est accélératrice de tendances préexistantes. C'est-à-dire que ce qui vient d'être décrit là, en réalité, préexistait dans l'univers du commerce en France. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne s'est pas mis à inventer des applications ou des sites web qui permettaient de répondre à la volonté des clients ou à leur nécessité. Juste quelques chiffres pour faire l'autopromo. L'application de Franprix, elle date de l'été 2018 pour être livré en une demi-heure dans Paris ou en région parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine. Cdiscount, comme Mano Mano, a connu une croissance particulièrement forte parce qu'ils ont su répondre aux besoins des clients. Et de la même façon, tout le monde s'est organisé dans les magasins physiques qui pouvaient encore ouvrir pendant la crise pour accueillir les collègues du centre-ville, de centre-bourg, des magasins d'à côté qui étaient considérés comme non essentiels et ne pouvaient pas ouvrir, en tout cas dans la deuxième partie de la crise. Tout cela pour dire que la crise a accéléré des tendances qui préexistaient auparavant et qui sont devenues aujourd'hui des standards. Et donc en communication, pour répondre cette fois à ta question, il a fallu accompagner cette transformation et ces tendances nouvelles. Les tendances nouvelles, c'est l'archipélisation du commerce. C'est ce que nous avons pu voir, c'est-à-dire avec des clients, des Français qui se sont mis à avoir des modes de consommation extrêmement différents. Ce que William vient de dire, nous l'avons vu aussi. Nous avons vu des nouvelles tendances qui est la livraison à domicile ultra rapide, mais ceux qui veulent se faire livrer dans Paris ou dans les grandes villes en 10 minutes peuvent aussi descendre dans la rue et aller dans les magasins quelques heures après, ou bien commander sur Cdiscount ou sur Mano Mano l'après-midi même pour se faire livrer 24, 48 ou 72 heures après en fonction de leurs besoins. Et donc, en communication, il a fallu que nous puissions répondre à cette archipélisation, à cette transformation du commerce, à cette transformation de la volonté en réalité des clients qui, le même jour, peuvent vouloir se faire livrer des produits alimentaires en 10 minutes,
d'autres produits sur d'autres sites ou avec d'autres méthodes ou dans d'autres magasins en 2 heures, ou bien commander des choses plus importantes, alimentaires ou non alimentaires, pour une livraison plus large. Donc, nous, ce que nous recherchons parmi les partenaires, parmi les consultants qui nous accompagnent, c'est cette capacité à être suffisamment inventif, suffisamment créatif pour pouvoir répondre finalement avec les mêmes messages aux différents types de consommation et aux différents clients. Donc, si je dois résumer, créativité, inventivité et bien entendu des valeurs, on va dire humanistes, et si possible, pas trop de casseroles, voire pas de casseroles du tout pour les agences de publicité ou surtout, pour ce qui me concerne, les cabinets de conseil ou les agences de conseil et d'influence. Anaïs, on a eu, il y a 10 mois, à faire une table ronde ensemble. Et je voulais revenir un peu sur cette approche qui a été la tienne, sur laquelle tu as beaucoup assisté, qui était le test and learn. En disant, notre driver, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est un peu plus stabilisé, tout au moins dans la lecture? Peut-être peux-tu nous en dire un petit peu plus à l'aune de ce qui s'est déroulé donc, tout au long de cette année. On est pratiquement en fin d'année. C'est en janvier qu'on s'était vu, je crois, hein, Anaïs. Que s'est-il passé au cours de cette année, qui est quand même une année assez particulière, parce qu'on était dans une année un peu de torpeur, hein, donc l'année 2020, c'est une année un peu de torpeur. L'année 2020 était une année, 21 était plutôt une année de plein espoir, en disant, hein, William, combien on l'a dit, c'est la relance, on va repartir. Comment ça s'est arbitré pour vous, donc chez Mano Mano? Comment tu as opéré? Quel enseignement tu tires? Et comment peut-être aussi tu te projettes? Alors, déjà, tout à l'heure, Jean-Luc disait que, en fait, on n'était pas reconnu en tant que métier. Et je pense que c'est vrai, le test and learn, ça sert aussi à ça. Ça sert à voir à quoi sert la communication. Moi, je suis dans une boîte qui s'est construite sur de l'acquisition, du digital pur, et qui n'a pas l'habitude de communiquer. Et mon rôle est considéré, en tout cas, a été considéré comme un cost center, un centre de coûts, et pas forcément de profit. Et le test and learn, en fait, ça sert à ça, ça sert à démontrer petit à petit, et vraiment, je me sens un peu comme une militaire en train de ramper, pour montrer à chaque étape ce qu'on peut apporter. Et ça, en fait, déjà, c'est l'ADN digital, le test and learn. On en a en continu 50 A/B tests qui sont faits sur notre site pour comparer des usages, des comportements, etc. Et quand on fait de la communication ou du média, on va faire des choses comme du géo-A/B lift, où on va faire un géolift, on va comparer une région et on va la prendre en test et on va faire une action de communication spécifique sur cette région et on va regarder sur une région contrôle avec nos équipes data comment se comporte notre chiffre d'affaires et est-ce qu'il réagit mieux parce qu'on a fait une action de communication. Et ça nous permet à la fois de prouver, on va regarder le awareness, la considération, donc la notoriété, la considération, est-ce qu'elle évolue, et puis est-ce qu'il y a des résultats sur le business. Et ce test and learn, en fait, ça nous permet d'avancer puis de cranter les choses les unes après les autres, et quelque chose qui peut être régional un jour devient national et puis ensuite devient européen. Et voilà, c'est de l'itération, c'est du mode agile et ça nous permet d'avancer. Quant à cette année-là, c'était une année qui était... nous, on a fait 100% de croissance en 2020. Donc, on a intégré 200 personnes dans nos équipes en remote. Donc, c'est une année où, en fait, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas levé la tête et on a avancé parce qu'on n'avait pas le choix. C'était à la fois très euphorique et à la fois... très complexe, parce que intégrer 200 personnes, avoir des partenaires, est-ce qu'ils peuvent tenir notre centre de logistique, comment ça se passe, tout ça, c'était une année qui était complexe, mais comme pour tout le monde. Et puis ensuite, cette année, c'est un peu l'année où on prend un peu de recul et on co-solide, et puis on voit aussi là où on a des failles, parce que nous, on était prêts, parce qu'on est un acteur digital, mais tous ceux qui n'étaient pas prêts, ils ont dit qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Et justement, ils ont profité de 2020 et de 2021 pour réagir et pour lancer des choses. Et donc, le paysage concurrentiel pour nous, c'est plus du tout le même qu'il y a un an. Donc, c'est comment on continue d'innover, comment on fait différemment les choses qu'on faisait pas forcément aussi bien qu'on devrait le faire. Donc, voilà, on est dans l'évolution permanente et dans l'itération.
Merci Anaïs. Jean-Luc, moi j'ai une interrogation, on en a parlé en préparant cette table ronde, c'est la complexité du consommateur et la compréhension du consommateur. Parce qu'effectivement, la dimension RSE, tout le monde en parle, hein, donc voilà, je crois que tout le monde y est parfaitement aligné. On voit des attendus de plus en plus forts. Donc, en tant que point de vue des grandes marques dans tout leur secteur d'activité, la vision du consommateur est quand même complexe, hein, entre les exigences qui sont les siennes ou les attendus qui sont les siennes et la réalité qui sont les siennes aussi. Donc, on ne sait plus très bien où on fait la frontière. Quelle est un peu la réflexion qui est portée par les grandes marques sur ces sujets-là? Parce que je crois que c'est un élément qui est quand même capital, parce que la finalité. Alors bien sûr qu'il y a le B2B, hein, on ne l'oublie pas, on sait qu'il existe, mais dans le B2C, comment et on voit d'ailleurs le tâtonnement. Je m'amuse à regarder pas mal de spots publicitaires parfois où on sent quand même des erreurs de langage, on sent quelques couacs où on se dit mais est-ce que ça peut marcher ça? Comment on peut interpréter ce point-là qui était un point quand même qui me paraît un peu dur? Oui, mais Dominique, en fait, les erreurs de langage, vous les quoi que tu vois, les excès parfois de précaution, le langage qui peut essayer d'être tellement représentatif de la diversité qu'à un moment il en devient caricatural, tout ça c'est le reflet d'une recherche et d'un moment dans lequel on n'est pas encore bien clair sur la manière dont on peut adresser ce nouveau consommateur. Nous, on a tendance à dire qu'il y a une forme de nouveau consommateur. Et à l'Union des marques, on a décidé d'ailleurs d'en faire un des piliers de notre action, c'est d'essayer d'éclairer les plus grandes entreprises. Hein. C'est elles qui nous l'ont demandé, en disant de L'Oréal à Procter, etc. Vous pouvez nous aider à éclairer le chemin sur la compréhension de ce nouveau consommateur. Alors, on a des outils pour mieux le comprendre. On parlait de la data. Au fond, ça aussi, c'est en train de venir transformer les métiers du marketing. C'est que les équipes marketing aujourd'hui, elles ont parfois, dans les grandes organisations, des data analystes, des data scientists qui sont là au cœur parce qu'on avait les panels, mais maintenant, on a les panels et la data qui viennent jusqu'à, et ça va être les disruptions à venir, c'est le droit, le RGPD finalement donne le droit au consommateur d'accéder à ses données d'achat, ce qu'il achète sur ManoMano, sur Casino, etc. Demain, déjà, des acteurs viennent me voir en me disant, nous, on est capable de récupérer mandaté par ces personnes, ces données, et ces données, les remettre d'abord en possession de l'utilisateur, mais demain, des marques qui pourraient fidéliser à travers les données d'achat les consommateurs sans avoir à passer par des intermédiaires. Donc, vous voyez qu'on est quand même à un moment assez incroyable où on peut accéder à énormément d'informations pour comprendre. En même temps, comme il est divers, cette compréhension est complexe. Et sur la RSE, c'est mon dernier mot pour ne pas être trop long, mais sur la RSE, d'ailleurs, j'en profite d'une tribune aujourd'hui dans la Harvard Business Review sur le sujet, en indiquant qu'en fait, on est à un moment clé où il va falloir qu'on soit capable de mesurer l'efficacité de nos actions quand elles sont des actions en RSE. Hein. C'est-à-dire que la communication responsable, ça se mesure et ça doit se mesurer parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça sera un effet de mode. On aura dit oui, mais il y a le climat parce qu'il y avait la COP26, il y a les problèmes MeToo parce que voilà, à un moment, il sort une affaire. Non, c'est pas ça la RSE. C'est comment on construit des marques durables. Et donc ça se mesure. Et les indicateurs de mesure sur qu'est-ce qui est efficace ou qu'est-ce qui n'est pas en RSE, c'est pas si évident que ça n'existe pas. Les Américains avaient fait des études, et moi je veux lancer en France des études de même nature, qui montraient qu'une communication non stéréotypée, par exemple, était 25% plus efficace qu'une communication stéréotypée. Bon, si on arrive à avoir ces éléments un peu dans la démarche test and learn qu'Anaïs évoquait, c'est-à-dire être capable de mesurer les efficacités de communication les unes par rapport aux autres, alors à ce moment-là, on ira tous vers une communication qui sera à la fois efficace et responsable. Alors, mon cher Nicolas, on va parler du consommateur, mais avant, je voulais rebondir par rapport à... Parce que j'ai vu une actualité, où j'ai peut-être mal lu, peut-être Nicolas, il va falloir que tu me recorriges, que vous deveniez un pur player de la data et marketing. Oui, en réalité, pour confirmer ce que dit Jean-Luc, en octobre 2018, nous avons créé une filiale du groupe qui s'appelle Relevancy, qui fait du retail média, donc qui dispose d'un data lake de plusieurs millions
presque plusieurs dizaines de millions de profils de Français, qui évidemment des données qui sont parfaitement anonymisées et qui nous permettent de mieux connaître les habitudes de consommation des Français, et même pas mieux, de les connaître avec une précision d'orfèvre. Et ce retail média permet à Relevancy d'adresser d'autres entreprises du retail, d'autres partout autour du monde. Celles et ceux qui veulent opérer sur le marché français peuvent se servir de Relevancy pour mieux connaître les consommateurs, leurs habitudes, les clients. Parce que ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. On observe un hiatus entre on observe parfois un hiatus entre le discours d'un certain nombre de personnes et la réalité de leur consommation dans les magasins. Et entre un hiatus qui est parfaitement humain, qui est parfaitement compréhensible, qui est parfaitement logique, et une incohérence dans les propos, il y a un monde que nous devons combler si possible. C'est-à-dire le hiatus, c'est-à-dire le petit détail entre un discours vertueux et une réalité de consommation, c'est pas très grave. Mais quand c'est extrêmement incohérent, on peut faire des erreurs fondamentales. Et ça, le test and learn permet justement d'y répondre. Et ça arrive que dans nos enseignes, nous croyions répondre à une volonté exprimée d'un certain nombre de consommateurs, d'une frange de consommateurs. Je parlais d'archipélisation tout à l'heure, donc on peut aussi adresser en fonction des quartiers, des lieux, des villes, des villages, les consommateurs. Eh bien, il nous est arrivé de faire des erreurs et de considérer que le discours qui était porté aurait une réalité dans les magasins. Il n'en a rien été. Et donc, le fait de tester cela dans certains magasins nous a permis de nous transformer. Et Relevancy permet aussi, comme cela, de préciser la volonté et la réalité de la consommation et la réalité de la volonté des clients. Et il y a souvent, parfois, on le remarque, un petit gap entre les discours et la réalité de la consommation. Merci. Alors, pourtant, tu ne m'as pas complètement répondu à ma question. Alors, je suis pas satisfait. Je crois que c'était exprès. Hein, mais donc, alors, je vais me tourner vers Jean-Luc parce qu'il va m'éclairer, parce que je n'ai pas dû comprendre. Moi, j'ai posé une question, j'ai posé deux questions. Un, tu réinternalises les métiers de la communication. Tu m'y as répondu avec beaucoup de talent, comme tu sais le faire. Le consommateur parfait, pour autant, là aussi, c'est un point qu'on a eu à évoquer en préparant. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe chez les grandes marques aujourd'hui par rapport au métier de la communication? Est-ce qu'il les réintègre? Je vais y revenir, je ne te lâcherai pas, de toute façon, sur le sujet, parce que, voilà. Vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et je pense que c'est important pour les acteurs de la communication aujourd'hui. Cette filière qui aujourd'hui est à l'écoute, on est là pour leur répondre donc à leur interrogation. Il semblerait qu'il y ait quand même des mouvements qui s'opèrent. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Et je repasserai la parole. Et peut-être que Anaïs a peut-être une stratégie sur cette vision-là aussi. Donc, mais voilà. Alors, qu'est-ce écoute, que tu peux nous moi, dire? ce que j'observe, c'est en effet énormément de changements. La désintermédiation d'un certain nombre d'acteurs. Je vais prendre un exemple assez concret, c'est que des marques ont besoin aujourd'hui de produire énormément de contenu pour cette archipélisation. C'est ça, c'est l'archipélisation. C'est ça. Que vous évoquiez. Donc, en fonction des populations, des cibles, des leviers, il faut produire du contenu. Des marques de grande consommation doivent produire des recettes en quantité j'allais dire astronomique, c'est-à-dire 300 recettes par an pour certaines marques. Comment on fait ça? Avec des agences où on trouve d'autres modèles plus efficaces, plus réactifs. Et donc, un acteur, d'ailleurs un ancien président d'agence, c'est assez symptomatique, Elio Hayon, a créé MTM, qui désintermédie toute la production et met en contact la marque avec les producteurs sur des plateformes en ligne. Voilà un exemple parmi d'autres de ces nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître. Désintermédiation, intégration
intégration. On prend des collaborateurs d'agence, j'ai été moi-même président d'agence, on prend des collaborateurs d'agence, on les installe et au fond, ils deviennent partie prenante. Alors on leur garde une connexion à l'extérieur pour qu'ils aient toujours cet œil ouvert, mais ils sont de plus en plus partie prenante. Réintégration de certains métiers parce qu'ils sont devenus stratégiques, tous les métiers autour de la data, du content, etc. C'est devenu stratégique, on ne peut pas laisser ça à une agence, mais en même temps, on a besoin de l'agence pour conseiller. Des modèles hybrides où on a un peu des deux, des plateformes qui permettent de faire travailler l'ensemble, des agences, des grandes agences, je ne veux pas du tout considérer qu'elles n'évoluent pas. Je vais prendre Publicis, aucune publicité par rapport à Publicis, mais Publicis, par exemple, se transforme et réunit Epsilon et les compétences créatives, tout ça ensemble au service de ses clients. Et c'est vrai des autres aussi, bien entendu. Donc, vous voyez, on a vraiment ce panorama d'une transformation profonde de la relation agence-annonceur telle que je l'ai connue il y a 10 ans. Mon cher Nicolas, donc, peux-tu me répondre à ma question? Donc, qu'en est-il au sein du groupe Casino? J'ai compris sur la data, vous êtes un pure player, enfin vous avez décidé de l'être, si je l'ai bien On compris. était même les premiers. Vous étiez les premiers, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, là aussi, je ne crois pas me tromper, tu me corriges si je me trompe, il y a une collaboration également avec une autre grande enseigne sur les travaux de data qui ont été opérés, si j'ai bien compris. Oui, mais... Ça n'a rien à voir? Non. Non, là je confonds tout. Là. Non, en réalité, nous avons un partenariat avec Intermarché aux achats et nous partageons avec eux les données, les données des clients, ce qui, dans Relevancy, dont je parlais tout à l'heure, ou grâce à Relevancy plus précisément. Pose ta question, Dominique. Je vais essayer de ne pas y répondre. Qu'en est-il aujourd'hui, effectivement, sur cette logique de réinternaliser un certain nombre de métiers? Quelle est la réflexion qui est portée? Ou alors peut-être de monter de la co-construction avec des acteurs de la communication. Aujourd'hui, on peut avoir tentation peut-être à prendre des prises de participation dans la filière. Oui, qu'en est-il? Quelle est la réflexion qui est portée par un grand groupe comme le vôtre? Oui, alors en réalité, c'est un embryon de réflexion, c'est même une entité métaphysique, tellement c'est encore peu précis. Nous avons des données qui sont, comme on l'a dit, extrêmement précises sur la consommation. Nous avons des équipes marketing dans chacune des enseignes du groupe qui sont extrêmement performantes parce qu'elles sont innovantes et parce que, justement, elles peuvent s'appuyer sur une fine connaissance. Donc, quelle pourrait être la suite logique entre ces équipes marketing qui sont extrêmement fortes et la capacité d'avoir des données? Peut-être que l'on pourrait imaginer réinternaliser un certain nombre, en effet, de fonctions de communication, ou bien s'appuyer, transmettre à celles et ceux qui nous conseillent ou qui nous accompagnent des choses un tout petit peu plus précises sur les attendus que nous mesurons, que nous voyons, que nous découvrons de la volonté des consommateurs. Mais comme pour l'instant, c'est juste une idée comme cela, je ne vais pas pouvoir t'en dire extrêmement plus, mais peut-être qu'une suite logique serait de faire coïncider les actions de communication, les actions de marketing, qui ne sont pas du tout dans mon champ de compétences. Le marketing, je ne fais que de la communication et de la communication d'influence, mais peut-être que la propriété et l'usage des données mutualisés avec des spécialistes du marketing pourraient nous permettre d'être plus efficaces dans nos actions de communication externe ou voire de publicité externe pour correspondre le mieux possible à la volonté des consommateurs. Parfois, la vitesse à laquelle tu vas revenir nous voir dans un an pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu seras obligé de rendre rapport sur le sujet parce que tu ne pourras pas rester en observation comme ça. Promis. On est à l'observatoire comme média, donc on observe. Certes. On est en plus à un étage élevé d'une tour à la Défense. Nous voyons les choses de haut et de loin. Voilà, j'essaye de m'approprier le lieu pour te répondre. Anaïs, la lecture, quelle est la tienne? Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a une histoire de souveraineté avant tout. Quand on dit communication, c'est communication, mais on le fait avec des médias, par les médias, et on le fait aussi avec des plateformes. Et je pense que cette idée de souveraineté, elle est très importante. On a parlé de data.
il faut absolument que les marques se construisent une souveraineté dans leur data, donc dans le data lake, etc., mais aussi dans la capacité pendant la crise. Il faut avoir de la data propre qu'on va pouvoir activer, on va pouvoir communiquer avec nos consommateurs sans avoir besoin d'activer des grandes plateformes qui prennent toute la place. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis ensuite, sur le modèle, nous, on est dans un modèle hybride de partenariat, c'est-à-dire que tout notre digital, on le fait en direct. Donc, dans notre gestion des plateformes, on va le faire en direct avec les plateformes parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires, parce qu'on est très technique. Par contre, on prend le conseil de notre agence média, qui est notre agence sur le offline. On n'a qu'une seule agence au niveau Europe. On a centralisé et on ne pourrait pas faire l'achat télé sans eux. Je ne crois pas, moi. En tout cas, on est trop petit aujourd'hui pour avoir une équipe d'achat télé. Je pense que ce serait ridicule. Et donc, on va prendre du conseil là où on peut en avoir. On va laisser les experts profiter de leur capacité de négociation. Mais sur tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on va vouloir le faire nous-mêmes. Et c'est pareil pour les agences de publicité. Voilà, des gens comme Marcel, des gens comme Buzzman, vous pouvez intégrer une personne de chez eux, mais une communauté de créatifs qui travaillent ensemble au jour le jour sera bien plus forte qu'un créatif tout seul ou un créateur de contenu. On est convaincu. William, une question également qui a été un peu notre driver dans nos réflexions ces 18 derniers mois, qui est bien sûr l'innovation. Alors, on a toujours regardé l'innovation. Nous, à l'Observatoire, on est au chemin d'innovation. C'est la 7e édition. Ça fait 7 ans que mes équipes, Alexandre en tête, portent l'écosystème des startups parce que nous avons une conviction profonde sur cette nouvelle économie et cette dynamique. Pour autant, est-ce qu'elle n'a pas été un peu affaiblie avec la crise? Moi, il me semble l'avoir vécu comme ça. Peut-être je ne l'ai pas bien vécu ou mal compris. Je sais que c'est un sujet qui te porte à cœur. Tu fais beaucoup de choses sur le territoire, sur l'innovation. Donc cet élan qui avait été donné a été quand même arrêté en 2020, enfin légèrement atténué, on va dire, en 2020. Bon, on sent qu'il y a une reprise là aussi d'intérêt et d'appétence pour cet écosystème. Comment tu vois le point? Je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'innovation que tu portes par ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et ta lecture opérationnelle là aussi sur ce point? Merci Dominique. Bon, très simplement, je pense qu'il y a eu un phénomène de repli. Chacun s'est recentré en fait sur ses acquis, a défendu son activité, a maintenu en fait ses fondamentaux et ça a quelque part un peu gelé, sans toutefois en fait l'annuler les capacités d'innovation et surtout peut-être la mobilisation financière pour faire de l'innovation, parce que l'innovation, surtout dans notre pays, est assez coûteuse. On n'a pas d'habitude très très forte d'innovation frugale. Hein. C'est une démarche en fait plus nouvelle pour nos pays européens, en particulier pour la France, même si on est et on reste une startup nation. En fait, l'argent est une valeur en fait sur laquelle l'innovation s'accroche le plus souvent. Pour autant, en fait, parallèlement à ce repli, les uns et les autres, les acteurs les plus compétitifs, les acteurs les plus allants en fait sur ces sujets de communion avec les consommateurs et puis y compris dans le B2B en fait de réaccrochage de l'activité, puisque la logique de redémarrer, de se relancer en fait était toujours dans les esprits à tout moment et c'est heureux en fait. Donc l'innovation a perduré et aujourd'hui on voit bien que beaucoup en fait de processus, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de formes en fait de communication en fait étaient prêts et sont sur le marché et accrochent. Hein, on a quelques initiatives dans les Hauts-de-Seine en fait de groupements d'acteurs de la communication, notamment je pense aux environs de Boulogne et d'Issy-les-Moulineaux où on voit bien en fait des initiatives qui avaient été préparées dans cette période de repli qui sont au rendez-vous. Donc pour nous c'est clé évidemment puisque ça va être accélérateur de croissance hein, dans les mois qui viennent et les chiffres sont déjà là, hein, même s'il y a des contrastes ici ou là. Et nous on a décidé dans les Hauts-de-Seine avec le département des Hauts-de-Seine et notamment son président Georges Chiffredi et aux côtés aussi du préfet Laurent Autiot de lancer un réseau de l'innovation, des acteurs de l'innovation de manière à se connecter pour se relancer davantage sur ces sujets parce qu'on croit évidemment au partage, on croit à l'échange, on croit au rebond, y compris sur les initiatives d'innovation et je crois que cet événement Chemin de l'innovation c'est aussi une manifestation en fait d'une connexion vertueuse hein, dans les opportunités et les initiatives des uns et des autres et ce réseau
qui va s'appeler Open Innov, parce que l'innovation doit rester ouverte, en fait, avec le H des Hauts-de-Seine, sera lancé lundi soir prochain auprès de l'ensemble de la communauté des Hauts-de-Seine. Je crois que c'est un élément clé, en fait, pour mieux coller aux nouveaux consommateurs, qui a été décrit très très bien, dont on connaît en fait assez peu finalement les différentes dimensions, et on sait qu'il va évoluer beaucoup. Peut-être qu'il reviendra dans ses aspects les plus traditionnels assez vite. Personne ne le sait, et on sait bien qu'il va falloir l'étudier de près. Et tout ça nécessitera beaucoup d'agilité qu'on va accélérer avec ce réseau. Merci William. Alors, Jean-Hugues, je me retourne vers toi. Donc là aussi, l'innovation, là aussi, c'est un sujet qu'on a eu beaucoup à partager ensemble, d'ailleurs dans nos écosystèmes respectifs. Donc aujourd'hui, quelle est ta lecture de ces 2 dernières années? Moi, je l'ai vraiment vécu comme ce que je vous ai exposé au préalable. Comment les annonceurs, les marques aujourd'hui l'ont réellement pris, ou à demi-prix, ou pas pris? Voilà. On en est où là, un peu sur le point? Alors, déjà, on est dans je vais pas dire on est dans une euphorie, parce qu'on est en train de retrouver une vague, malheureusement, sanitaire qui peut peut-être rafraîchir tous nos enthousiasmes. Mais enfin, l'économie est quand même repartie très très fort en 2021, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Et en 2020, le secteur de la communication a payé très cher. Moins 25% d'activité. Voilà, on a un peu oublié, mais enfin on a connu un creux qui est inédit. Et donc ça a évidemment impacté les acteurs du secteur de la communication au sens large. Maintenant, par rapport à l'innovation, elle est là, et parce que c'est une tendance qui était préexistante. On parlait de 2018, et en fait, nous avions lancé un programme qui s'appelle Startup Your Brand en 2017. Nous avions 6 startups tous les semestres. Nous n'avons pas arrêté pendant le Covid, et nous sommes maintenant à 40 startups de l'AdTech, MarTech que nous avons accélérées. Et nous les accélérons en les mettant en relation avec les grandes marques. Et ce programme n'a de succès que parce que les grandes marques, les grandes marques, et on a des ETI maintenant et des PME à l'Union des marques, mais enfin essentiellement quand même des grandes marques, elles sont en demande d'innovation. Elles recherchent des solutions innovantes. Et parfois, les agences n'ont pas apporté ces solutions. Il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ces acteurs sont venus, ont apporté de nouvelles solutions, et aujourd'hui, ils grandissent. Moi, je suis très heureux de ça. C'est un modèle très vertueux, et je suis très heureux de voir que le nombre de licornes en France est en train de monter d'une manière considérable. Donc, on est capable, en France, d'avoir cet écosystème, et c'est très heureux, ces initiatives, pour créer ce réseau. Nous, on participe de ça, c'est-à-dire vraiment faire du partage d'expériences et de la mise en relation. Parce qu'à un moment, il faut faciliter ça. Mais donc, c'est un mouvement qui est loin de s'éteindre. Je pense qu'il est en train même d'accélérer là, au moment où on se parle. Nicolas, je sais que l'innovation, effectivement, a été un sujet important Bien sûr. au sein de votre groupe. Je sais que tu es un grand moteur de l'innovation au sein de ton groupe. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, l'innovation, ça, c'est beau. Tu nous le fais valoir. Non, mais tu nous le fais valoir. Oui, mais ça, ça me fait vraiment trop d'honneur pour le coup, sans fausse modestie. Oui, l'innovation est au cœur de nos recherches. D'ailleurs, tout le discours tenu ce matin a permis de faire des rappels, même un peu historiques. Dès 2018, on avait pris le pli d'un certain nombre de tendances qui émergent aujourd'hui, mais que nous avions détectées. Pour les difficultés du secteur de la communication, on a pu les voir nous. Mais j'ai envie de dire qu'il faut faire de chaque crise une opportunité, et que fondamentalement, une fois que la mer de subventions se sera retirée, qu'on verra la réalité du secteur économique, c'est là qu'il faudra peut-être pousser les acteurs de la communication à se rapprocher les uns des autres et à créer des structures de taille suffisante pour résister aux prochaines crises, de quelque nature qu'elles puissent être dans le futur. En tout cas, moi, c'est vu d'hélicoptère et vu de montgolfière sur le sujet et sur le secteur de la communication, le seul point que je peux dire. Et nous voyons sans arrêt des startups ou des petites entreprises qui ont des idées, des innovations en termes de marketing, en termes d'influence, en termes d'action dans le digital, et qui ont permis ces structures
un certain nombre de nos enseignes d'aller utiliser tel type de réseaux sociaux. Je pense aux marques Casino qui utilisent TikTok depuis quelques mois et c'est un grand succès et c'est une vraie réussite et on n'aurait pas forcément par réflexe eu l'idée de dire à cette marque d'aller sur ce réseau social-là. Et donc, les idées sont là, l'innovation est là, et nous, ce que nous cherchons pour reboucler avec ce que je disais au début, ce sont des gens, des conseils extérieurs qui sont innovants et qui sont surtout créatifs et qui vont nous permettre de nous différencier dans ce pêle-mêle de concurrents et dans ce pêle-mêle d'enseignes qui peuplent la consommation et le monde de la consommation en France. Alors, l'innovation à une entreprise innovante, comment ça marche tout ça? Pour rebondir sur l'idée des startups et de l'idée de l'innovation, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout est copiable très rapidement. Donc le fait de travailler avec des petites startups à tech martech, l'intérêt c'est d'avoir du plug and play et d'avoir de la vitesse et d'être capable d'intégrer des solutions dans un site internet ou sur un modèle de manière très rapide, parce que derrière ce sera vite copiable et il faut pouvoir continuer à innover et donc il faut le faire. L'idée de vitesse est super importante. Et l'innovation utile aussi, qu'on disait. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Jean-Luc. Là. Je te sentais trépigner sur ce sujet-là, non? Non. J'écoute Ouais. avec attention. Attention, ouais. Alors, je crois qu'on ne sous-estime pas effectivement la situation qui est, et là je reprends ce que tu dis, Nicolas, qui est important, qui est un sujet qui nous préoccupe, hein, qui est effectivement le risque que la filière, malgré tout, a vécu, que la filière donc, peut encore vivre. Hein, et c'est vrai que les situations qui sont celles que nous vivons aujourd'hui, cette nouvelle vague aujourd'hui nous met un peu fébrile, hein, je tiens à le dire, même si, bon, voilà. Mais aujourd'hui, l'appui qui doit être apporté par les grandes marques dans la transformation également des acteurs de la communication et de cette filière, qui en a bien besoin, parce qu'elle en a besoin d'appui. On a besoin d'avoir la confiance des marques hein, pour que véritablement arriver à reprendre du souffle dans cette dynamique, quand on perd 25% d'activité une année, et pour certains bien plus que ça, quand on a une année qui a été difficile en reprise, on voit bien quand même que la reprise, on la sent de fin du premier semestre, alors les grandes marques c'est un peu différent, hein, mais fin de premier semestre, il semblerait que septembre a été plutôt bon, hein, que la dynamique est plutôt bonne. Qu'est-ce qu'on peut dire aux marques également de la confiance qu'elle doit apporter à ses acteurs de la filière dans son soutien qu'elle doit apporter? Parce que c'est un écosystème important, moi je le rappelle, hein, je dis bien, c'est quand même 45 000 entreprises, c'est quand même près de 40 milliards donc effectivement de poids économique qui sont produits. Ça fait appel également à la dimension des régions. On n'y a pas beaucoup parlé, on a un petit peu évoqué le sujet, mais il ne faut pas l'oublier. Hein, les régions, donc ces entreprises de la filière sont très représentées dans les régions. Comment, effectivement, je pense que ce qui a été dit ce matin, ils doivent l'entendre. Parce que je crois que c'est l'attente donc, des grandes marques. Mais quel est le niveau de confiance supplémentaire devrait-on apporter à ces acteurs de la filière pour véritablement les aider à passer ce cap, hein, ou tout au moins peut-être les orienter peut-être un peu mieux en totale loyauté. Sachant qu'aujourd'hui en plus on est toujours sur la relation un peu dure entre la grande marque et l'acteur de la filière, la notion du prix. Hein, aussi, qui ressort aussi souvent, la tension. On voit la hausse des matières premières aujourd'hui a fait impacter terriblement certains métiers de la communication. Je pense aux métiers notamment de l'imprimerie, en l'occurrence, du papier, hein, on le sait bien. Qu'est-ce qu'on peut réfléchir autour de ça pour essayer de bien comprendre cette mécanique et ce risque, entre guillemets, complémentaire qui vient post-Covid sur un certain nombre d'impacts inflationnistes d'un certain nombre de productions? Comment réagit la marque avec cette pression, malgré tout, qui est une pression économique, hein, donc, ce qui est tout à fait légitime. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, alors, moi, je pense que tu as raison de poser la question comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, la période qu'on a vécue a mis une pression énorme sur les comptes d'exploitation de ces entreprises du secteur de la communication. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Moi, dans mes adhérents, j'ai des acteurs du monde du voyage, de l'aéronautique, etc. Et certains sont sous perfusion
encore aujourd'hui et devront rembourser pendant de très nombreuses années des prêts. Donc, il serait trop facile pour moi de dire à toutes les marques, écoutez, ne mettez pas de critères économiques dans la relation que vous avez avec vos partenaires. Ça n'est pas vrai. En revanche, ça a été dit, je crois, par Naï, on peut à la fois viser l'efficacité et être attentif à la manière dont on rémunère, dont on travaille, dont on collabore, on contractualise avec ses partenaires. Parce que c'est ça la marque durable. C'est ça construire de façon durable. On peut faire des coups, mais ça s'arrêtera. Alors que si on construit de façon durable, et beaucoup d'entreprises, heureusement, le font, elles sont attentives à ces sujets-là. Donc après, il faut s'engager. Donc une fois qu'on a dit ça, parce que c'est le discours, on est tous d'accord, il faut s'engager. Donc nous, on a pris l'initiative de créer un programme de communication responsable qui est signé par 45 entreprises. On a bientôt plusieurs entreprises qui vont nous rejoindre et qui s'engagent sur ces critères-là à travailler de façon responsable avec leurs partenaires dans une relation équilibrée, et c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que oui, la marque peut s'engager, mais il faut que l'agence ou le prestataire de son côté s'engage aussi dans la manière dont il travaille, fait travailler ses équipes, les sujets environnementaux. Voilà, c'est du donnant-donnant. Moi, je crois, et on est des acteurs de ça, qu'on peut faire bouger les pratiques par l'engagement. Merci. Alors, William, il y a un sujet également qui sera évoqué dans la journée, parce que c'est un sujet important, qui est le sujet également de la commande publique. Parce qu'on s'est aperçu également que les annonceurs ont été extrêmement présents au cours de l'année 2020. Ils ont soutenu d'une façon massive, également par la voie de communication, alors pour des raisons conjoncturelles, bien entendu, dans certains cas, mais pas seulement, de faire valoir, d'avoir plus d'écoute. Donc c'est aussi une dimension qu'on aura l'occasion d'évoquer. On en reparlera en début d'après-midi d'ailleurs. Grand plaisir. Donc William, parce que la commande publique est un point important. On l'a vu également sur les territoires. Et nous en parlions d'ailleurs avec nos adhérents, je pense à nos adhérents comme 3MA là, qui est ici présent aujourd'hui. Bonjour mon cher Laurent. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a besoin effectivement d'aiguillonner, de faire comprendre que la commande publique est un sujet important. C'est un sujet important pour les acteurs de la communication qui eux-mêmes parfois n'y répondent pas. Donc voilà, ou trop compliqué. Donc c'est un sujet qu'il faut ne pas oublier. Il va être l'heure pour nous quitter, mais on ne se quitte pas, puisqu'on va rester toute la journée donc, à partager ensemble beaucoup de sujets. Des tables rondes rythmeront. Nous ferons venir les acteurs de la filière, donc, et j'aurai le plaisir d'animer ce débat donc, dans 1 heure et demie. On verra comment ils se transforment donc, au cœur de leur transformation, profondément, et ils sont très nombreux. On aura donc effectivement une autre table ronde institutionnelle en début d'après-midi, où on verra bien nos piliers économiques, qui est l'économie, qui est l'emploi, qui est l'innovation, donc qui constitue la dynamique économique de cette filière. Et puis tout au long de cette journée, restez présents. On a des workshops formidables qui vont se tenir. Un acteur de la filière, un client. Je crois qu'aujourd'hui, c'est main dans la main que les choses se font. L'acteur de la filière arrive avec son client. Bien sûr qu'il y a une offre de valeur formidable, mais c'est son client qui sait le dire mieux que lui et qui peut le porter. Et je crois que ce lien qui doit exister, il est bien là. C'est ce qu'on va essayer de traduire tout au long de la journée, donc avec des acteurs qui présenteront leur offre distinctive, discriminante, innovante, mais avec leurs clients. Merci encore, merci à vous. Merci Anaïs, très heureux. Merci à toi. Jean-Luc, c'est toujours un plaisir de partager. Et on n'est parfois pas d'accord. Alors nous, on n'est jamais d'accord entre nous, mais on ne sera jamais d'accord, toi et moi. Jamais. Mais c'est pour ça que tu es avec nos côtés. Mon cher William, merci encore pour ton accueil, ton appui. Et puis on va se revoir tout au long de cette journée. Et à très vite. Et je vais laisser la parole à Alexandre qui doit être là, ou à Paul. Et je crois que la séquence va s'en suivre par les espaces de workshop. Mille merci à vous. Merci pour vos attentions. Merci à toi.